L'histoire commence avec la présentation de Shigeru Yoshioka, un jeune homme qui a toujours été conscient de son apparence peu avantageuse. Shigeru est né avec un visage disgracieux, mais il a appris à s'accepter tel qu'il est, malgré le jugement sévère de la société. Il trouve une véritable satisfaction dans son travail de commercial, où il parvient à rester fidèle à ses principes, même face à la pression de ses supérieurs. Bien qu'il comprenne que son apparence lui porte préjudice dans les situations sociales, il s'est construit une vie paisible autour de ses valeurs et de son éthique professionnelle. Mais son monde s'effondre brutalement lorsqu'une femme inconnue l'accuse à tort de harcèlement dans le train. Pris complètement au dépourvu, Shigeru trébuche et laisse tomber ses sacs de courses, révélant au passage les jeux au contenu douteux qu'il avait achetés pour sa collection personnelle. Les autres passagers, choqués, se forgent rapidement une opinion à son sujet, basant leur jugement sur son apparence et sur ce qu'ils voient dans ses sacs. Pour eux, cela ne fait aucun doute. Il est coupable, Shigeru comprend alors que le monde ne sera jamais juste envers les gens comme lui. Plutôt que de mener un combat perdu d'avance, il choisit de plaider coupable, espérant ainsi éviter une humiliation encore plus grande. Le juge lui inflige une amende de 300 000 yens pour violation de la loi sur les nuisances publiques. Il pense que le paiement de l'amende mettra fin à son cauchemar, mais son entreprise saisit cette occasion pour le licencier, se servant de l'incident comme justification. Ce coup porté à sa carrière le dévaste complètement. Quelques années plus tard, la femme qui l'avait faussement accusé est arrêtée pour avoir visé à plusieurs reprises des personnes en se basant uniquement sur leur apparence. Mais en raison de son âge, elle ne reçoit qu'une peine avec sursis. Bien que Shigeru soit profondément déçu par cette sanction dérisoire, il sait qu'il ne peut rien faire pour changer le verdict. Autrefois, il avait appris à vivre avec son apparence. Mais cette fausse accusation a créé en lui un traumatisme profond qui l'empêche désormais de vivre normalement. Son estime de soi chute de façon dramatique, au point qu'il reste sans emploi pendant 6 ans, survivant uniquement grâce au soutien financier de ses parents, après avoir épuisé toutes ses économies. Il passe désormais le plus clair de son temps reclus dans sa chambre. Il passait ses journées à faire défiler sans fin les forums sur Internet, jusqu'au jour où il tomba sur un fil de discussion parlant de disparitions mystérieuses dans toute la ville. L'auteur du message présentait diverses théories sur ce phénomène, et Shigeru remarqua une autre publication d'un membre du forum avertissant les autres d'utiliser les points bonus avec précaution, au risque de ne plus pouvoir retourner dans leur monde. Au début, il prit ce message pour une plaisanterie, mais comme il n'avait rien de mieux à faire, il décida de suivre les instructions concernant la téléportation vers un autre monde. Il ne s'attendait pas à ce qu'il se passe quoi que ce soit, mais la perspective d'échapper à sa réalité actuelle l'attirait. Soudain, l'écran de son ordinateur afficha une notification lui demandant s'il était prêt à continuer, accompagné d'un avertissement précisant qu'il devrait sacrifier la moitié de sa durée de vie pour pouvoir revenir. Shigeru se demanda si son ordinateur avait été infecté par un virus, mais sa curiosité prit le dessus sur la prudence. Alors il cliqua sur le bouton « Suivant ». Un formulaire de création de personnage s'ouvrit alors, lui permettant de modifier son apparence, tandis que d'autres options comme l'âge étaient déjà prédéterminées. Il remarqua qu'il pouvait modifier son apparence et choisit la valeur minimale de moins 255, pensant que cela n'avait pas vraiment d'importance. Il comprit rapidement que diminuer des caractéristiques comme le revenu et le charme lui permettait d'obtenir davantage de points bonus, alors il abaissa systématiquement la plupart de ses statistiques, prévoyant d'utiliser ces points plus tard pour quelque chose de plus important. Lorsqu'il eut accumulé plusieurs billions de points bonus, il ne remarqua pas le compte à rebours en bas de l'écran, et le formulaire disparut, l'envoyant dans l'autre monde sans qu'il ait eu le temps d'attribuer ces points aux compétences de combat ou à la magie. Le lendemain matin, Shigeru se réveilla et se regarda dans le miroir, choqué de découvrir un corps de garçon obèse de 16 ans à la place de son corps d'homme d'âge moyen. Il fut bientôt accueilli par d'autres adolescents, et comme les filles ne portaient pas de vêtements décents, un garçon nommé Seiji offrit sa chemise à une fille blonde nommée Rizu, qui l'accepta avec gratitude. Quand Shigeru tenta à son tour d'offrir sa chemise à une autre fille nommée Seika, celle-ci refusa, lui faisant comprendre que sa malchance avec les femmes ne changerait pas dans ce monde non plus. Tous discutèrent de la manière dont ils étaient en train de naviguer sur Internet quand le message mystérieux les avait menés ici.
Shigeru observa Seiji discuter aisément avec les filles, et comme il n'avait aucun intérêt à se faire des amis, il se dirigea vers un tiroir pour chercher des objets utiles. Il y trouva une pièce de monnaie, mais celle-ci disparut. Cela lui rappela qu'il avait fixé son taux de revenu à 0,71%, ce qui était arrondi à 0. Ils commencèrent tous à rassembler les objets utiles qu'ils pouvaient trouver, partageant équitablement le butin entre les membres du groupe. Shigeru supposa que les vêtements ne conviendraient pas à sa grande corpulence, mais, contre toute attente, ils lui allaient parfaitement, ce qui leur fit comprendre que c'était l'une des caractéristiques magiques de ce monde. Malheureusement, ils ne trouvèrent que 7 pièces au total, ce qui les amena à se demander si quelqu'un n'en avait pas gardé une pour lui. Seiji demanda directement à Shigeru s'il avait pris une pièce, ce qui le déçut, car il semblait supposer automatiquement qu'il était le voleur. Il savait de toute façon qu'il ne pouvait pas posséder d'argent, donc ce serait du gaspillage s'il lui en donnait. Il décida donc de laisser les pièces aux autres pour qu'ils les partagent entre eux. Seiji affirma qu'il ne pouvait pas l'exclure de cette manière, mais Seika estima que cela avait du sens, puisque tous avaient trouvé une pièce sauf lui. Il devait accepter ce raisonnement logique. Shigeru pensa que même s'il en avait trouvé une, elle l'aurait ignoré à cause de son apparence, tandis qu'elle croyait plutôt qu'il avait été distrait par les filles au lieu de se concentrer pour chercher des pièces. Shigeru suggéra que, plutôt qu'une pièce, il pourrait simplement lui laisser la hache, mais Seiji l'avertit qu'en vouloir trop lui ferait encore échouer. Cela surprit Shigeru, alors Seiji se reprit aussitôt, précisant qu'il parlait en réalité de lui-même, de sa propre tendance à être timide, car son comportement égoïste avait causé des problèmes aux autres dans sa vie précédente. Il affirma vouloir changer dans cette nouvelle vie, et qu'il ne pouvait pas laisser Shigeru tout gérer tout seul. Il pensait qu'ils étaient tous deux des personnes timides, donc ils devraient s'entraider pour réussir. Mais Shigeru avait du mal à croire qu'il soit vraiment timide. Ils jouèrent alors à pierre-papier-ciseaux pour répartir les armes, et comme il ne réussit pas à gagner, Shigeru se retrouva avec la massue. Seiji lui tendit une poignée de main chaleureuse en signe d'amitié, et tandis que les filles acceptèrent son geste avec joie, Shigeru, lui, refusa de répéter les erreurs de sa vie passée. Il décida donc de faire cavalier seul dans ce nouveau monde. Seika se moqua gentiment de sa décision, et il se rappela pourquoi il avait sacrifié ses points d'apparence, pour obtenir un paramètre bonus de statut divin. Seiji trouva une carte et proposa d'aller à la ville d'Iria avec les filles. C'était l'endroit le plus proche indiqué sur la carte, alors il invita Shigeru à les accompagner, et bien qu'il acceptât leur invitation, Shigeru planifiait secrètement de les abandonner en cours de route pour suivre son propre. Alors qu'ils ouvraient la porte avec excitation, ils furent stupéfaits de voir un petit gobelin qui les attendait juste devant. Mais Seiji se précipita et l'élimina d'un coup de hache, ce qui impressionna Shigeru par ses réflexes fulgurants. Cependant, ils aperçurent plusieurs autres gobelins approcher leur position, ce qui les effraya tous. Seiji fit preuve d'un leadership remarquable. Il élabora rapidement un plan de bataille, demandant à Rizu de couvrir le flanc droit pendant qu'il s'occupait du flanc gauche, puisque tous deux possédaient des armes de mêlée efficaces au combat rapproché. Il demanda à Shigeru de protéger Seika pendant qu'elle préparait ses flèches. Shigeru n'en revenait pas. Seiji, qui prétendait être timide quelques instants auparavant, menait désormais le groupe avec une assurance incroyable. Ils parvinrent à éliminer plusieurs gobelins, tandis que Seika avait du mal à ne serait-ce qu'attacher la corde de son arc, ce qui fit se demander à Shigeru pourquoi elle avait autant insisté pour choisir cette arme. Elle lui cria d'aller se battre, mais au moment où il s'apprêtait à entrer dans l'action, un gobelin surgit derrière lui et le frappa dans le dos. Seiji se rendit compte qu'un ennemi avait échappé à leur défense et dit à Shigeru de s'en occuper. Shigeru se prépara au combat avec confiance, mais même un coup direct de sa massue sur la tête du gobelin ne produisit aucun effet. Seika exprima sa surprise face à sa faiblesse et le gobelin contre-attaqua en le frappant aux jambes. Shigeru n'arrivait pas à croire ce qui se passait. Il était censé avoir des compétences de combat solides selon les paramètres de création de son personnage. Il se demanda pourquoi il était si faible, puis se souvint qu'il avait manqué de temps lors de la création du personnage et qu'il n'avait pas pu attribuer ses points bonus à ses compétences, ce qui signifiait qu'il ne possédait aucune capacité spéciale. Il décida alors de serrer fermement sa massue et de canaliser toute sa frustration sur le gobelin.
Le coup fut cette fois décisif. Le gobelin fut vaincu et il augmenta immédiatement de niveau, atteignant le niveau 31. Il fut stupéfait par la vitesse à laquelle il progressait, puis remarqua qu'il avait un multiplicateur d'expérience de 10 000 fois, ce qui lui rappela son bonus spécial. Seiji et les autres gagnèrent également des niveaux après le combat, et ils décidèrent d'améliorer leurs statistiques de vitalité et de force. Mais Shigeru, lui, ne voyait aucune option de ce type s'afficher à l'écran. Par curiosité, il décida alors d'attribuer 1000 milliards de points à chacune de ses compétences, juste pour voir ce qui se passerait. Et soudain, il se mit à rayonner d'une énergie divine, montant en niveau de manière si spectaculaire que le système déclara qu'il était devenu un dieu absolu. Ce constat le laissa complètement stupéfait. Il se rendit compte qu'un gobelin était encore en train de le frapper, mais comme il possédait désormais une quantité gigantesque de points de vie et une tolérance élevée à la douleur, cela ne ressemblait plus qu'à une légère tape. Shigeru décida alors de tester sa nouvelle force. Il donna une simple pichenette sur la tête du gobelin, qui fut aussitôt propulsé dans les airs comme un missile. Il remarqua que pendant ce temps, Seiji et Rizu éliminaient les gobelins dans une sorte de compétition amicale, tandis que Seika avait toujours du mal à armer son arc. Cela lui inspira une certaine compassion. Voyant qu'elle commençait à pleurer, il décida de l'aider, tout en dissimulant ses véritables capacités. Il fit semblant d'être dans un état lamentable, rampant vers elle en gémissant qu'il souffrait du syndrome de la corde d'arc, prétendant que l'arc lui parlait et le suppliait d'être correctement attaché. Seika, confuse mais touchée, lui tendit rapidement son arc. Comme il était pratiquement inutile entre ses mains, il en profita pour utiliser sa compétence de dextérité maximale et attacha la corde avec une aisance impressionnante, ce qui la laissa admirative. Elle se demanda s'il avait été dans un club de tir à l'arc dans sa vie précédente et lui proposa de tirer la première flèche. Shigeru hésita avant de saisir la flèche, faisant tout son possible pour éviter de la toucher, car un simple contact physique avec une fille lui faisait perdre 10% de CSPV. Il activa donc la compétence * frappe ultime * pour améliorer sa précision. Lorsqu'il décocha la flèche, celle-ci partit si haut qu'il pensa avoir complètement raté sa cible. Mais soudain, un immense dragon de foudre descendit du ciel et anéantit plusieurs gobelins sur son passage, sous les yeux ébahis de tous. Seika, complètement stupéfaite, lui demanda ce qu'il s'était passé. Il inventa une excuse en affirmant qu'il était effectivement dans un club de tir à l'arc, ce qu'elle crut immédiatement. Elle proposa de s'occuper du reste des gobelins, alors il lui rendit son arc et ses flèches, car d'autres ennemis approchaient déjà. Seiji lui demanda de les couvrir, mais elle se mit à tirer ses flèches de manière aléatoire, celles-ci passant au-dessus des têtes des gobelins sans jamais les atteindre. Seiji comprit alors qu'ils allaient devoir gérer la situation eux-mêmes. Seika, déçue de ne pas avoir pu les aider efficacement, se retrouva rapidement à court de flèches. Shigeru décida alors d'en fabriquer de nouvelles pour elle. Il utilisa sa compétence d'artisanat pour créer des flèches en un instant, prétendant qu'elles venaient de tomber juste à côté. Mais Seika répéta la même erreur. Elle se mit à tirer de manière imprudente, ratant toutes ses cibles à nouveau. Shigeru pensa que c'était désespéré, mais heureusement, Seiji et Rizu parvinrent à éliminer les derniers gobelins restants, ce qui soulagea tout le groupe. Ils allaient enfin pouvoir reprendre leur voyage, et Shigeru décida de rester avec eux jusqu'à ce qu'ils atteignent leur destination. Quelques heures plus tard, le groupe arriva enfin à la ville en suivant les indications de la carte. Ils remarquèrent immédiatement un restaurant, ce qui les remplit de joie. Il y avait de la restauration rapide familière même dans ce monde. Tandis que tout le monde entrait avec enthousiasme, Shigeru, lui, décida de s'éloigner, pensant qu'il devait préserver son mode de vie solitaire. Il se retrouva bientôt près d'une fontaine où la faim commençait à se faire sentir. Il aperçut un chat et se dit qu'ils étaient tous les deux seuls au monde. Il voulut le caresser, mais s'arrêta brusquement, se rappelant que si c'était une femelle, il perdrait 10% de ses PV chaque seconde à cause de sa statistique de charme réduite. Soudain, Seika apparut près de la fontaine, ce qui le fit sursauter et tomber dans l'eau. Gênée, elle lui tendit un hamburger, disant que c'était un petit geste pour le remercier de lui avoir attaché la corde de son arc, ce qui le surprit. Elle était bien plus attentionnée et observatrice qu'il ne le pensait.
Son estomac grogna bruyamment, et elle comprit aussitôt qu'il était pauvre et ne pouvait pas s'acheter à manger. Il n'aimait pas qu'elle dise qu'il était pauvre, mais il ne pouvait pas non plus refuser un hamburger aussi appétissant. Cependant, en prenant le sandwich, il toucha accidentellement son doigt. Ce simple contact provoqua une décharge électrique qui réduisit SCPV, et le burger vola droit contre le mur. Shigeru réalisa qu'il venait de subir 50,8 billions de dégâts à cause de ce contact furtif. Mais alors qu'il essayait encore de comprendre l'ampleur de sa perte, il vit que Seika pleurait, pensant qu'il avait rejeté son cadeau. Il décida alors d'utiliser ses compétences de communication d'entreprise acquises dans son ancienne vie, et lui dit qu'elle était tellement belle que ses mains en tremblaient, mais qu'il accepterait volontiers de manger ce hamburger. Touché, Seika lui donna alors son propre burger, tout en s'excusant de l'avoir rendu si nerveux. Il comprit que c'était son propre déjeuner, mais elle le rassura en lui disant que ce n'était rien, car elle était riche. Et puis, ajouta-t-elle, il l'avait déjà aidée en attachant la corde de son arc et en lui fournissant secrètement des flèches. Ce qui surprit Shigeru. Elle avait remarqué ses gestes discrets. Shigeru mangea le hamburger avec bonheur et se dit qu'il lui devait une vraie dette de gratitude. Jusqu'à ce qu'il puisse la rembourser correctement, il resterait avec le groupe et mettrait de côté, pour l'instant, son idée de faire cavalier. Seika se rend à la boutique d'armurerie et d'armes avec Shigeru. Elle demande au vendeur 100 flèches, ce qui l'étonne un peu, car il remarque que son carquois est déjà plein. Mais bon, Seika gaspille son argent sans compter, vu qu'elle est riche, tandis que Shigeru le regrette intérieurement, se demandant combien il aurait pu gagner s'il avait fabriqué les flèches pour elle grâce à sa compétence cheatée. Seika demande alors à Shigeru s'il compte acheter quelque chose, mais répond elle-même avant qu'il puisse ouvrir la bouche, disant qu'il ne peut probablement pas puisqu'il est fauché. À ce moment-là, Seiji et Rizu les rejoignent, expliquant qu'ils étaient partis chercher un endroit où passer la nuit et qu'ils ont trouvé une auberge plutôt sympa. Seika est ravi d'apprendre la nouvelle, contrairement à Shigeru. Il annonce au groupe qu'il préfère vivre l'expérience de la rue en dormant dans un parc. Personne ne réagit, car tout le monde sait qu'il est réellement fauché. Seika propose alors de payer sa chambre et devient presque émotive, lui disant qu'il ne devrait pas refuser une offre aussi généreuse. Elle insiste pour qu'il considère cela comme un cadeau de sa part. Sans attendre sa réponse, elle lui attrape le bras, par-dessus ses vêtements, et commence à le tirer vers l'auberge. Fait surprenant, Shigeru ne subit pas de dégâts vitaux, ce qui laisse penser qu'il ne peut être blessé par un contact féminin tant qu'il est habillé. Cela dit, il se sent un peu mal à l'aise de suivre cette fille aussi belle et innocente alors qu'il a l'impression de ressembler à un gorille. Plus tard, à l'auberge, quelque chose tracasse Seiji, la quantité d'argent qu'il possède. Shigeru pense à la même chose et se demande comment il pourra un jour s'en sortir financièrement alors que ses revenus sont constamment réduits à 0,001%. Mais à vrai dire, ce qu'il devrait vraiment craindre, c'est de savoir si le lit est capable de supporter son poids. Quoi qu'il en soit, Shigeru commence à fouiller dans sa longue liste de compétences dans le menu du système, à la recherche d'une faille qui pourrait l'aider à gagner un peu d'argent. Le lendemain matin, il achète une tonne de nourriture pour Seiji, Rizu et Seika, preuve qu'il a bel et bien trouvé un moyen de se faire de l'argent. Seiji lui demande d'où vient tout cet argent, et Shigeru répond simplement qu'il l'a reçu en cadeau d'une personne bienveillante. Mais il ne leur faut pas longtemps pour comprendre que ce gars est tout bonnement sorti tôt le matin pour mendier dans la rue. Seika, particulièrement choquée, lui dit alors qu'il ne devrait jamais mendier, même s'il est pauvre. Elle lui assure que s'il se retrouve en difficulté financière, il peut toujours venir la voir et qu'elle l'aidera, parce qu'elle est ultra riche. Shigeru promet de le faire, et pour l'instant, leur dit simplement de profiter de toute la nourriture qu'il leur a apportée. En réalité, il révèle au lecteur qu'il n'a pas du tout mendié. Il a trouvé une faille dans le système en utilisant le troc. D'abord, il a fabriqué des flèches grâce à sa compétence cheatée, puis les a vendues à prix cassé au propriétaire de l'armurerie, à une seule condition, qu'il le paie uniquement en biens et non en argent. Comme sa statistique spéciale ne réduit que l'argent, le troc de nourriture ou d'objets fonctionne parfaitement.
Quoi qu'il en soit, Shigeru a maintenant remboursé sa dette envers Seika et peut enfin envisager de quitter ce groupe une bonne fois pour toutes. De son côté, Seiji ouvre la carte pour parler du plan qu'il a préparé pour leur prochaine quête. Tout comme hier soir, il s'inquiète sincèrement pour l'argent et souhaite que le groupe se trouve une source de revenus stable. Dans ce monde, les monstres ne laissent aucun butin derrière eux, donc impossible de faire du commerce avec leurs drops, comme dans les isekai classiques. Mais Seiji affirme qu'il existe quand même une solution. Il pointe une grotte située près de la ville et propose au groupe de l'explorer, pensant qu'elle pourrait contenir un trésor. Un homme, qui prétend être un guide, surprend leur conversation et souhaite se joindre à eux, affirmant qu'il a lui aussi été réincarné. Lorsqu'il voit Shigeru, il ne peut cacher son dégoût et lui balance qu'il n'a jamais vu un visage aussi moche. Shigeru ne bronche pas face à cette remarque cinglante. Il a fini par accepter qu'il est l'être le plus laid au monde. L'homme montre alors au groupe un objet qui permet d'obtenir des réductions ponctuelles à l'auberge et prétend l'avoir trouvé dans la cabane en bois où il a été réincarné. Mais c'est suspect, car lorsque le groupe de Seiji est passé par là, ils n'ont jamais trouvé un tel objet. Malgré cela, les filles, un peu trop naïves, acceptent ce cadeau sans se méfier. Seiji, lui, reste sceptique, mais l'homme, qui se présente finalement sous le nom de Kyoshiro, lui promet que s'il engage lui et son équipe, il leur offrira d'autres objets spéciaux comme celui-là. Cela semble trop beau pour être vrai, mais Shigeru choisit de ne pas se mêler de cette histoire et laisse Seiji prendre la décision. De toute façon, si les choses dégénèrent à cause de Kyoshiro, il pourra toujours intervenir, puisqu'il possède le pouvoir de Dieu Tout-Puissant. Malgré ses problèmes financiers, Seiji accepte quand même d'engager Kyoshiro, lui offrant un salaire de 120 rira par jour. Il se serre la main pour conclure l'accord, puis le groupe se met en route vers la grotte d'Arga. En chemin, un groupe de gobelins les attaque. Seika commence alors à tirer ses flèches, dans une direction complètement différente. Kyoshiro lui fait remarquer à quel point sa précision est mauvaise et lui conseille de faire plus attention à sa visée. En suivant son conseil, elle parvient à abattre un gobelin. Seiji et Rizu rejoignent le combat à leur tour, et ensemble, ils éliminent les gobelins. Shigeru, impressionné par Kyoshiro, commente que c'est d'ailleurs lui qui a suggéré l'achat de casques équipés de lampes numériques, inventés apparemment par un autre homme réincarné dans ce monde. Le groupe fait ensuite une pause dans la forêt, et Kyoshiro en profite pour entraîner Seiji, Rizu et même Seika. Il ne prend pas la peine de demander à Shigeru de s'entraîner, sachant très bien que ce dernier ne bougera pas son gros derrière, à moins qu'il n'aperçoive un burger devant lui. Shigeru nous révèle qu'il n'a pas vraiment besoin d'entraînement. Il a déjà testé sa batte en bois, utilisée comme bâton magique, et a réussi à éliminer un orque géant d'un seul coup plus tôt ce matin, alors qu'il était sorti pour transformer des branches en flèches. C'est à ce moment-là qu'il a découvert une compétence capable, selon lui, d'effacer la moitié du Japon, et il ne voit pas dans quel CA il serait amené à s'en servir. Quoi qu'il en soit, le groupe arrive peu après à l'entrée de la grotte d'Arga, une ancienne ruine. Seika commence à se comporter comme une adolescente, ce qui pousse Seiji à lui demander quel est son vrai âge. Il commence par donner le sien, 30 ans, puis lui demande le sien. Elle affirme fièrement avoir 17 ans, ce qui explique enfin à tous pourquoi elle agit de manière aussi immature. Le groupe progresse à travers la grotte, guidé par Kyoshiro, et finit par atteindre les profondeurs les plus reculées du lieu. Après une belle journée d'aventure, le groupe tombe sur une porte. Comme la journée s'est déroulée à merveille, Seika se sent le courage de continuer le combat. Elle se précipite donc vers la porte et tente de l'ouvrir. Kyoshiro l'arrête aussitôt. Il salue son courage depuis leur arrivée ici, mais lui demande quel est son niveau. Quand elle répond qu'elle est au niveau 3, il la décourage immédiatement, lui expliquant que si elle entre dans cette pièce, la salle du maître, elle mourra dès qu'elle ouvrira la porte. Elle se retire aussitôt et va se cacher derrière la dernière femme du groupe. Shigeru, quant à lui, observe la porte, se demandant si elle abrite vraiment le sous-chef du donjon. Étant donné sa puissance, affronter le sous-chef ne serait pas un problème pour lui. Mais comme il ne souhaite pas révéler ses capacités, il choisit de reculer.
Seiji remercie sincèrement Kyoshiro de les avoir guidés jusque-là. Il admet que sans lui, il serait mort depuis bien longtemps. Ils ont accompli tant de choses en une seule journée que Seiji décide que l'équipe entière va se retirer pour la nuit et reprendre l'exploration le lendemain. Cependant, avant de partir, Kyoshiro leur parle d'un endroit que tous les aventuriers de passage doivent absolument visiter avant de quitter les lieux. Il les y emmène. En chemin, il lui demande s'il en est le créateur, mais il répond que non. Il leur explique qu'un autre réincarné a construit cet endroit et que tous les réincarnés y viennent pour se détendre après leurs aventures. Il leur assure qu'il s'agit d'une zone sûre, un lieu où aucun mal ne peut leur arriver tant qu'ils y sont. Mais Shigeru sait pertinemment que ce n'est qu'un mensonge. Grâce à ses pouvoirs, il a découvert qu'il n'existe aucun endroit, dans un rayon de 200 km, qui puisse être considéré comme sûr pour les humains. Cependant, il ne voit pas encore l'intérêt de le contredire, alors il garde le silence. En entrant dans la pièce, il remarque plusieurs boissons disposées un peu partout. Très vite, il se rend compte qu'elles sont empoisonnées. Il comprend cependant qu'il ne s'agit que de somnifères. Comme ces pilules n'ont aucun effet sur lui, il décide de laisser Seiji prendre les devants. Kyoshiro leur propose un verre, les invitant à célébrer leur belle journée. Mais Seiji s'excuse et refuse poliment l'offre. Il explique qu'ils n'ont pas encore besoin d'être ivres et qu'ils fêteront cela plus tard. Kyoshiro fait mine d'accepter le refus avec compréhension, affirmant qu'il comprend, mais son attitude laisse penser que Seiji manque de reconnaissance envers celui qui les a tant aidés. Alors, Seiji revient sur sa décision et s'excuse pour avoir refusé son geste généreux. Il admet qu'il a douté de lui et qu'il en est profondément désolé. Shigeru, de son côté, sait que Seiji est naturellement trop calme pour refuser une telle offre sans raison valable. Il comprend donc à son tour que Seiji s'est forcé. Finalement, tout le monde s'assoit pour partager un bon verre. Alors qu'ils boivent tous, Shigeru prend la décision de retarder les effets du poison en engageant la conversation. Il cherche un sujet intéressant et leur demande ce qu'ils faisaient dans leur ancienne vie, avant de se retrouver dans ce monde. Mais la question tombe mal. Chacun d'entre eux est venu ici justement pour fuir la réalité. Il retire aussitôt sa question, mais Seiji, lui, souhaite parler de sa vie d'avant. Il se lance donc. Dans sa vie précédente, Seiji était fatigué de la vie et de l'école, alors il avait décidé d'ouvrir sa propre entreprise. Quand il en mentionne le nom, Shigeru le reconnaît aussitôt. Seiji raconte qu'au moment du lancement, un homme était venu lui vendre une machine très coûteuse. Il n'avait pas les moyens, alors il avait tenté de négocier. Cet homme, qu'il appelle Monsieur I, n'était autre que Shigeru. Monsieur I lui avait promis qu'il le ferait sourire et lui avait donné un conseil. Même en tant que PDG, il fallait savoir faire des pauses. Seiji avait suivi ce conseil, laissant son équipe gérer l'entreprise à sa place. Grâce à cela, sa société avait prospéré et fini par entrer en bourse. Mais tout s'était effondré après un accident survenu alors qu'il travaillait sur une intelligence artificielle. Seiji avait laissé la société faire faillite. Il avoue qu'il n'a jamais pu exprimer sa reconnaissance à Monsieur I et jure qu'ici, dans ce nouveau monde, il protégera ses amis et fera en sorte qu'il ne leur arrive rien. Il révèle alors que Monsieur Ichi s'appelait en réalité Shigeru, puis lui demande quel est son deuxième prénom. Mais avant que Shigeru ne puisse répondre, le poison fait effet et tout le monde s'endort. Kyoshiro revient, accompagné de son équipe. Il pense que tous dorment profondément, mais Shigeru, lui, est toujours réveillé. En voyant son corps massif, il s'exclame qu'ils vont le faire griller, car il est bien dodu. Mais Shigeru voit là une occasion en or, une chance de montrer au monde ce dont il est capable, juste au moment où il s'apprête à contre-attaquer. Seiji lutte pour se relever, insistant sur le fait qu'ils ne doivent pas toucher à ses amis. Il menace de les tuer s'ils osent leur faire du mal, mais ses ennemis éclatent de rire. Il est bien trop faible pour faire quoi que ce soit, et dans cette situation, il n'a aucun moyen d'agir. Kyoshiro lui dit qu'il a perdu au moment même où il a choisi de lui faire confiance. L'un des hommes repousse Seiji violemment, mais Kyoshiro insiste.
Ils ne doivent rien faire d'autre que les égratigner, car ils comptent les vendre. Seiji proteste, accusant Kyoshiro d'être un monstre sans cœur, enlevant des gens qui ont été réincarnés pour avoir une seconde chance dans la vie. Mais Kyoshiro rit et répond que tous ceux qui sont venus dans ce monde sont juste des perdants qui ont voulu fuir la réalité. De son côté, Shigeru attend que Seiji s'éloigne suffisamment pour pouvoir utiliser ses pouvoirs. Comme il ne les contrôle pas encore complètement, s'il les déclenche maintenant, il risquerait de blesser Seiji en même temps. Heureusement, Seiji parvient à repousser les ennemis, et Shigeru voit là une occasion parfaite pour intervenir. Il bondit et attaque. Il utilise le « saut du cochon », la technique la plus sûre dans cet espace restreint. Et grâce à son poids, l'impact est dévastateur. Seiji le supplie de s'enfuir car il ne veut pas que Shigeru soit blessé. Kyoshiro, voyant que le saut de Shigeru a un effet réel, ordonne à ses hommes de s'en prendre d'abord au cochon. Alors que tous concentrent leur attention sur lui, la main de Seiji commence à briller d'une intense lumière. Il attire à nouveau leur attention sur lui et déclare qu'il va tous les vaincre en un seul coup. Ils n'ont jamais vu une magie pareille. Ils lui demandent d'où elle vient. Seiji explique que, lorsqu'il avait demandé ses points bonus, il avait précisé qu'il devrait lui être retiré s'il n'était pas capable de protéger ses amis. C'est ainsi qu'il a obtenu une compétence qui ne s'active que lorsqu'il doit protéger ceux qu'il aime, et il a utilisé tous ses points bonus pour l'obtenir. Le prix à payer, chaque fois qu'il l'utilise, sa main devient rouge. Pour Shigeru, c'est une décision complètement irréfléchie. Pourquoi avoir pris uniquement une compétence offensive sans protection? Alors, Shigeru se propose de devenir sa défense. Les ennemis, eux, ont déjà un plan. Briser la main de Seiji pour l'empêcher d'utiliser son pouvoir à nouveau. Seiji active le reste de son pouvoir. Une aile surgit de son corps et sa main vire au rouge écarlate. Il se donne l'ordre de se battre. Et Shigeru, les yeux fixés sur lui, se demande comment ce combat va bien.